rencontrer Pierre Charmoz dans le livre Écrin fatal qu'il a signé avec Jean-Louis Lejeune, est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines bientôt maintenant. Et c'est un livre, alors on est très content que Pierre soit là et qu'on puisse le présenter, parce que c'est un livre tout à fait atypique. C'est à la fois un roman historique et en même temps un roman déjanté, un roman fantaisiste et un roman érudit. Parce qu'il y a énormément de références, en particulier à un personnage qui est Sherlock Holmes, et dont ce livre relate en partie, mais pas seulement, la première enquête alors qu'il a 14 ans, enfin 10 ans, ça dépend comment on dit. On va essayer à la fois de vous faire rentrer dans l'univers du livre, qui est un univers très riche, avec beaucoup de personnages différents, et en même temps pas trop en dévoiler quand même. Ça peut être un peu la difficulté aujourd'hui. Pierre est écrivain et éditeur. Il a déjà souvent publié sous son nom et sous son pseudo. On ne vous dira pas son nom. Et en particulier aux éditions Guérin, il avait publié des ouvrages érotiques. Très érotiques qui étaient très bien. Il devait rééditer. Alors, ouais, on y pense. Malheureusement, on ne pourra pas lire d'extrait de cet ouvrage-là. Pas ce soir. Donc le principe de la rencontre, ça va durer à peu près 1 heure. C'est de présenter le livre, que vous puissiez rencontrer Pierre, et à travers des extraits, plusieurs extraits que va lire Lorraine. Juste pour dire que je ne l'ai pas écrit tout seul. Voilà. Donc mon co-auteur malheureusement ne pouvait pas venir, ne pouvait pas se libérer pour ce soir, donc je le représente au mieux de nos intérêts communs. Voilà, ce livre a 2 auteurs, Pierre Charmoz et Jean-Louis Lejeune. D'ailleurs, tu nous expliqueras comment vous vous êtes partagé la rue de tâche de l'écriture. Foisonnante. Donc, on rentre tout de suite dans l'univers du livre avec un premier extrait. Je vais prêter ma parole à Jean-Louis Lejeune. J'avais invité Charmoz à pique-niquer du côté du Glacier Noir, le mercredi 25 juin 2014. Il faisait beau, des paquets de neige demeuraient en altitude, une occasion pour marcher sur les névés abondamment garnis et éviter de fastidieux parcours sur les pierriers. Le réchauffement climatique a fait reculer les glaciers, les randonnées par les hautes routes de col à col, de brèche en brèche, perdent leur charme. On ne chausse plus les crampons que pour les derniers mètres. On se traîne de blocs glissants en roc instable. On trébuche sur les cailloux qui roulent sur les pieds. On se dit que les écolos n'ont pas tort. L'été monté au Glacier Noir revient à cheminer sur un ballast qui aurait de la pente. Alors, avec Charmoz, on avait décidé de profiter des restes de neige de printemps pour s'en aller gambader sur les névés. Il n'y avait pas encore la grande foule auprès de Madame Carl. J'avais garé la voiture à moins d'1 kilomètre du départ du sentier. Nous étions tout de même pas les seuls et les promeneurs se présentaient déjà en rang serré pour aller déjeuner au refuge du Glacier Blanc. Les vrais alpinistes y avaient dormi afin de partir au petit jour vers les Agneaux ou la pointe des cinéastes. À moins qu'ils ne se soient rendus plus haut en poursuivant le long du glacier jusqu'à Caron, l'autre nom du refuge des Écrins, dans le but de gravir le dôme, le 4000 facile, voire la barre, le point culminant du massif. La troupe se divisa donc en 2, Charmoz et moi à gauche, vers le côté obscur, tous les autres à droite, vers la clarté. Nous vers la solitude et le calme des bagnes de François Blanc pour déguster les saucissons sortis du sac et les oranges, eux avec des cris joyeux vers l'omelette au lardon et la tarte à la molle pâte mauve, aux myrtilles décongelées, parfois pas toutes. 2 heures de marche le long de la Moraine, en rive gauche du Glacier Noir, encouragés par les sifflets des marmottes, et nous voilà arrivés. Les balmes de François Blanc sont situés au pied du couloir qui monte vers le col des Avalanches et à la base de la face sud des Écrins. 2 ou 3 emplacements de bivouac y sont aménagés. C'est un bel endroit pour rêver devant la bosse de la Momie. Ce 3000 facile pour skieurs nostalgiques d'égyptologie alpine. On est face au Pelvoux et à l'aile froide, on y distingue parfaitement l'arête de Coste Rouge, cette belle, longue et difficile voie qui permet de gagner avec élégance le sommet occidental. Une avalanche de pierres gronda au débouché du col, dont le fracas résonna longtemps entre les parois. Charmoz corrigea. Pesons le gain et la perte, en prenant choix que les cailloux tiennent. Si vous gagnez tout,
Si vous perdez, vous prenez 1 tonne de caillasse sur la figure. Gagez donc que les cailloux tiennent. Puis il entreprit de déguster son orange. Je le priai de bien vouloir me donner la mienne, requête fort légitime ayant porté le saucisson. La charge des agrumes lui incombait. Il me répondit avec philosophie qu'il était difficile de prévoir, surtout l'avenir, et que c'était mon orange qui avait roulé en bas de la moraine à l'ouverture du sac. La solidarité et l'amitié entre montagnards sont source de bien de joie. Afin de ne pas assombrir cet après-midi amical et ensoleillé, je m'éloignai pour pisser. C'est ainsi que j'aperçus un tas au pied du couloir menant au col des Avalanches, précisément à l'aplomb de la face sud de la barre des Écrins. Un tas coloré qui se distinguait du gris, la couleur qui domine le monde minéral de la haute montagne. Je m'approchai. Il y avait là un enchevêtrement de tissus, des bouts de toile bleue et marronasse mêlés à des morceaux de cuir tanné et à de mauvais restes de lainage. Et des os. Un bout de tibia par là, un fémur pas bien loin, les 2 trous obturateurs d'un bassin au sein de ce qui ne pouvait être que le reste d'une culotte, et posé sur un rocher un crâne qui me souriait sous les reliquats d'un béret. Aucun doute, il s'agissait des reliefs d'alpinistes tombés là, emportés par une de ces avalanches qui balaient les attardés engagés dans la face sud quand le temps est clément et que les cailloux se libèrent tôt de leurs gangs glacés. Pauvre gars, 3 squelettes fracassés. J'étais intriguée tant par ma découverte que parce que je pouvais deviner les débris de frusques qui s'enroulaient encore autour des ossements. J'interpellai Charmoz, un autochtone certes récemment installé, mais suffisamment connaisseur des lieux et des gens pour éclairer ma lanterne. « Tu as vu ça ? Incroyable ! L'accident ne doit pas être récent. Tu en as entendu parler ? » ?»« Non. D'ailleurs, ces loustiques ne semblent pas vêtus de fourrure polaire ni de Gore-Tex. Et les restes des grolles, du cuir. Mais avis que leur arrivée ne date pas d'hier. Ils doivent gésir là depuis un bon bout de temps, bien au chaud sous la glace, et ils viennent saluer le populo because, le recul des glaciers. T'imagines pas ici, le glacier noir a reculé de plus de 10 mètres en épaisseur, alors évise un peu là. Charmoz avait utilisé le verbe gésir pour faire son intéressant. Le gésir du Sigi, un peu pédant, mais non sans charme. Il désignait une sacoche qui gisait, elle aussi, attachée à un fragment de colonne vertébrale. La curiosité l'emporta sur le dégoût et le respect des morts. Je saisis l'objet, une sorte de gipsière en cuir qui contenait des restes de tricot. Une écharpe, un bonnet peut-être, et un carnet. Un de ces carnets de l'ancien temps, un agenda couvert d'une pelure verte, avec le petit crayon glissé dans une attache le long des feuillets, et un texte. C'est les tout débuts du roman, et on se rend compte que les 2 auteurs, partis ensemble, vont faire une découverte assez extraordinaire, qui elle-même va les intriguer et va leur donner envie de creuser, d'enquêter, et de faire une succession de découvertes étonnantes. Alors, peut-être d'abord en 2 mots, sans trop dévoiler quand même du livre, en tous les cas surtout pas sa chute, si je peux me permettre, peux-tu nous donner un petit peu le contexte alors? Le contexte, qui sont ces personnes que vous venez de retrouver? Le contexte, en fait, d'abord, c'est pas un roman, puisqu'on a découvert un carnet qu'on retranscrit fidèlement. Donc, Jean-Louis, c'est parti. Dans ce carnet, il va trouver effectivement un récit d'ascension par une cordée dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Et puis, nous allons à la descente des bagues de François Blanc, à Valouis, chez un ami historien, Olivier, lequel Olivier a un autre carnet qu'il a acheté par des filières mystérieuses à Soho, en Angleterre, et qui va se révéler être le carnet d'un jeune homme qui participait à l'expédition Wimper. Là aussi, tout est authentique, puisqu'on le dit, donc il n'y a pas de raison de ne pas le croire. À partir du moment où on entre dans le roman, il faut se dire que... Pardon, dans le récit. Dans le récit. Il faut se dire que tout est authentique. Et oui. Et alors, dans cette cordée que vous découvrez, il y a plusieurs personnages connus du monde de l'alpinisme, mais surtout, il y a un personnage tout à fait étonnant, on se demande ce qu'il fait là. C'est Auguste Dupin. Auguste Dupin, alors lui, il ne fait pas partie de l'expédition proprement dite, parce qu'il est trop vieux. Auguste Dupin est connu par ses enquêtes qui ont été relatées par un certain Edgar Poe, donc
le mystère de la lettre volée, le double assassinat de la rue Morgue, etc. C'est le prototype du détective dans la littérature policière oui, enfin dans l'enquête. Et donc Dupin, là aussi, on a découvert qu'en fait, Edgar Poe n'avait fait que relater les aventures d'un personnage qui a réellement existé. Donc, le chevalier Auguste Dupin, qui reprend du service à la demande de Napoléon III. Et donc il va être un peu l'instigateur de cette œuvre. C'est le prochain extrait. C'est Bon, Dupin. alors, on enchaîne avec Auguste Dupin. Je revois la scène. Où en êtes-vous, chevalier? L'opération est imminente, monsieur Claude. Mes informateurs confirment que les Anglais attaqueront dès que les conditions seront réunies. Une attaque? De quelle attaque parlez-vous, chevalier? Monsieur Claude me taquinait, si l'on peut dire. Je sentais de sa part une vive animosité à mon égard, mais je n'en laissais rien paraître. J'ai trop besoin de ce travail, les temps sont difficiles. Par ailleurs, les recommandations dont j'étais le porteur semblaient agacer au plus haut point le chef de la sécurité, dont, à force de l'appeler par son patronyme, plus personne ne connaît le prénom. Il en est de même pour son épouse, Madame Claude, une douteuse tenancière d'origine angevine, qui s'est acheté une vertu en séduisant le premier argousin de France, lequel cultive volontiers la mauvaise foi. En l'occurrence, il feignait d'ignorer que l'attaque définit le début d'une ascension, tant l'endroit que le moment. L'exploration des Alpes en est certes à ses balbutiements, mais l'Alpine Club britannique existe depuis quelques années déjà, et on y parle d'attaque, d'assaut, voire de repli, à propos de la conquête des cimes, et de pics décrits comme autant de champs de bataille. Monsieur Claude ne comprenait visiblement pas l'intérêt que portent ces enragés à vouloir guerroyer au-dessus des abîmes. Moi non plus, par parenthèse. Mais il y avait les ordres. De sa voix gouailleuse et désagréable, le chef de la sûreté précisa. Nous sommes en paix avec les Anglais, même qu'ils nous ont aidés à foutre la pâtée aux Russes en Crimée. Sébastopol, Malakoff, ça ne vous dit rien? Dupin, de quelle attaque s'agit-il donc? Quelle vulgarité! Cet homme n'aime pas cette évidence que je représente. Un détective amateur, efficace et discret, habitué à résoudre les affaires délicates et sensibles au mieux des intérêts des parties en jeu. Pour lui, l'assaut d'un escadron de gendarmes constitue probablement le fin du fin de l'enquête policière. Pauvre France, je répondis courtois mais distant, l'attaque de la pointe des écrins, monsieur. Je vais prendre les mesures qui s'imposent pour entraver l'assaut de l'expédition britannique. Selon vos instructions, monsieur. Quelles mesures? Envoyer les agents de la Sûreté Générale? Procéder à l'arrestation des Anglais? Sous quel prétexte? Vous ne comprenez rien aux préoccupations de l'empereur, chevalier. Vous vieillissez. Il s'agit d'empêcher les Anglais de gagner le sommet de la pointe des écrins, n'est-ce pas, monsieur? Mais pas du tout, bougre. De l'empereur s'en fiche que les roast-beef se promènent là-haut. Ils peuvent même y monter la reine Victoria en crinoline si ça leur chante. À condition qu'ils ne soient pas les premiers au sommet. C'est tout. Et alors, pourquoi est-ce si important que ce soit les Français qui montent au sommet des écrins en 1864? Alors, on est dans un contexte de rivalité, on ne va pas dire de guerre ouverte entre les différents pays européens. Et en fait, la conquête des sommets des Alpes représente un des aspects, sous le plan sportif, de cette rivalité. Et faut se souvenir que l'Angleterre, c'est quand même l'ennemi héréditaire de la France. Et que lorsqu'il n'y a pas guerre ouverte, il y a de toute façon une guerre sournoise par diplomate interposée. Donc, et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Fachoda, qui hante les couloirs du Quai d'Orsay. Et bien qu'on peut envoyer Fachoda, c'est un petit village en Afrique où la colonne marchande s'est fait repousser et ça a failli déclencher une guerre entre la France et l'Angleterre en 1895. Et depuis, c'est vraiment un traumatisme. C'est l'Angleterre qui a réussi à empêcher que la guerre ouverte se déclare entre la France et l'Angleterre. Et donc, ce syndrome de Fachoda explique en partie, par exemple, Annapurna Premier 8000. Et s'il y avait eu cette telle volonté d'aller conquérir les premiers un sommet à 8000, c'est bien parce qu'il fallait être là-haut avant les Anglais. Voilà, donc là on est avant Fachoda, on est en 1864, mais déjà il y a ce besoin de contrarier les anglo-saxons partout. Ce qui arrive d'ailleurs l'année d'après à Windsor, au sommet du Cervin, puisque
le roi d'Italie monte une expédition avec Carrel, qui était d'ailleurs le guide habituel de Whymper, de façon à arriver avant Whymper, dont il sait qu'il va essayer d'être le premier au sommet. Donc là, en fait, on a la reconstitution d'une hypothèse historiquement tout à fait possible. Et donc, on vérifie ce qu'on a vérifié. Et à ce moment-là, Whymper, lui, est un des alpinistes de pointe en Angleterre. Il accumule les premières dans les Alpes suisses et bientôt aussi dans le massif de Mont Blanc. Pourquoi est-ce que pour eux aussi les écrins c'est un sommet aussi important pour les Anglais? Parce que c'est pas le sommet le plus haut, il y a d'autres sommets de plus grande envergure qui semblent intéressants. Whymper est très jeune, il a 24 ans en 64. Il a découvert la montagne 4-5 ans avant. La place. Et donc, pour lui, c'est à la fois l'occasion d'une répétition pour son projet du Cervin, qui est son grand objectif, et aussi parce que on pense que personne n'est allé à ce sommet qui fait plus de 4000, donc il fait quand même partie de la grande série des 4000 des Alpes. Même si le Chamonix, ça paraît une petite montagne. C'est quand même, et ça a été très longtemps le sommet de la France, puisque la Savoie faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne jusqu'en 1860. Et donc, le sommet de la France, c'était les écrins. Ça fait donc 4 ans que le Mont Blanc est devenu le sommet de la France. Donc ça fait plein de raisons pour lesquelles beaucoup, et Whymper pas le premier, puisque Tuquet, l'année d'avant, je crois, a fait une tentative. Il a été assez haut et il a été obligé de redescendre, avec Michel Krug aussi. Donc il y a un contexte de rivalité entre les pays, mais aussi de rivalité entre alpinistes, parce que les écrins constituent quand même un enjeu de première importance. On va partir avec la cordée française. Maintenant, c'est Sherlock Holmes. Ah oui, d'accord. Sherlock Holmes. Ah ouais, l'arrivée du personnage de Sherlock Holmes. Il y a un autre carnet, donc. Oui, donc on a découvert... Explique-nous le deuxième carnet. Oui. Non, c'est toi que... Ah, c'est moi. Et donc, en redescendant des Balmes de François Blanc avec mon ami, là, on s'arrête chez Olivier, qui est un ami historien extrêmement intéressant, qui a plein de choses à dire sur la montagne, des choses tout à fait novatrices. Et on boit un coup, et il sort de sa réserve un petit carnet qu'il a acheté lui à Londres. Et ce carnet était tenu par un certain Sherlock Holmes, que tout le monde pensait être un personnage de roman, et en fait pas du tout. C'est aussi un vrai personnage qui, sur la fin de sa vie, a raconté sa première aventure, parce qu'il est parti dans les Alpes, il a 14 ans, avec son oncle Edward. L'oncle Edward qui l'emmène pour la première fois dans les Alpes. Oncle Edward. Whymper. L'aventure à laquelle j'ai été mêlée à l'orée de mon adolescence ne pouvait en aucune manière être relatée par mon précieux ami. Des plus étranges, son mystère ne fut jamais résolu, ni par moi, ni par les plus fins limiers envoyés sur place par la police française, notamment le chevalier Dupin, qui avait pourtant quelques décennies auparavant dénoué les fils des plus retentissantes affaires parisiennes criminelles, le double assassinat de la rue Morgue et l'affaire de la lettre volée, entre autres. Un autre motif me fait prendre la plume. Il est communément admis que je naquis en 1854, et je le crus moi-même jusqu'à une date récente. On attribuait ma taille et la vivacité de mon esprit à des qualités exceptionnelles dont j'aurais été l'heureux dépositaire, alors qu'il suffit d'ajouter plus de 4 années à mon pédigré pour restituer à la nature et à l'éducation de ces prodigues de force et de raisonnement qui firent de moi, je le crains, une sorte de monstre précoce. Enfant solitaire par nature, je ne fus guère enclin à me faire des amis parmi les garçons de mon âge que je trouvais très inférieurs à moi. Quant aux capacités physiques et mentales, pour mon malheur, les plus âgés avec qui j'aurais pu souhaiter partager jeux et aventures me jugeaient à l'aune de mon âge officiel et non selon mes capacités qui bien souvent dépassaient les leurs. Enfin, une sorte de conspiration semblait éloigner de moi toutes sortes de désagréments ou d'obligations sociales qu'un jeune enfant doit subir du monde,
et surtout de la part des adultes. Ainsi, je ne fréquentais pas l'école. Un précepteur, un certain professeur Moriarty, nous dispensait à mon frère Mycroft et à moi-même l'essentiel du savoir nécessaire des futurs gentlemen. De même, un maître d'escrime, M. Chabran, fit de moi un excellent bretteur et m'initia à la savate, un art qui me sauva au cours de ma vie aventureuse de bien de mauvais pas, ce dont je lui suis toujours reconnaissant. Lui-même s'étonnait de ma précocité et doutait de mon âge réel, étant habitué à juger les hommes en fonction de leurs performances. Il ne s'en ouvrit à moi qu'après une enquête discrète lors d'un séjour dans sa vallée natale de l'Ubaye, qu'il fit tandis que j'arpentais à quelques lieues de là les pentes hostiles d'un glacier rébarbatif. C'est en partie grâce à lui que je connus la vérité sur mes origines. En 1864, âgé officiellement de 10 ans, en fait j'en avais plus de 14, on me confia à mon oncle Edward, montagnard célèbre, qui se préparait à une campagne d'exploration dans les Alpes. Donc Edward n'avait avec notre famille aucun lien de parenté, mais les relations d'amitié qu'il entretenait avec les Holmes le faisaient considérer par Mycroft et moi-même comme un oncle véritable, voire un cousin, puisqu'il n'avait que quelques années de plus que Mycroft et 10 ans d'écart réel avec moi. Aussi, nous ne lui ménagions pas notre affection. Ce fut donc avec joie que je me préparais à cette excursion, ignorant à quel point elle déterminerait la suite de mon existence. L'oncle Edward, graveur et dessinateur réputé, avait pris le goût des ascensions lors de plusieurs séjours dans les Alpes, où il fut d'abord engagé comme illustrateur. En ce printemps 1864, il souhaitait associer son nom à un sommet considéré comme le plus élevé de France, jusqu'au rattachement de la Savoie qui datait seulement de 1860, la pointe des Écrins. Selon Edward, serait un magnifique exercice préparatoire à la conquête des sommets vierges plus difficiles. De plus, l'altitude de 4102 mètres constituait un défi suffisant pour le jeune explorateur désireux de gravir les plus prestigieux sommets invaincus des Alpes, notamment le Matterhorn, cette pyramide à près de 4500 mètres que les Italiens nomment Cervigno et les Romanches Cerva. Le voyage fut assez tranquille, à l'exception notable de la disparition d'un portefeuille où l'oncle Edward serrait croquis et notes préparatoires, portefeuille qu'il prétendit s'être fait voler. Je pensais alors en toute naïveté qu'il l'avait simplement égaré dans l'un des différents moyens de transport que nous fûmes obligés d'emprunter, du bateau entre Douvres et Calais jusqu'à la diligence sur une route assez périlleuse. Deux mots quand même sur le personnage Edward Whymper, l'oncle. L'oncle, Et le tonton Edouard. Et Whymper, c'est quand même un sacré personnage. Caractère trempé, il y a quelques anecdotes Oui, alors c'est un caractère trempé, mais ce n'est pas du tout un aristocrate oisif venant passer ses années dans les Alpes, pas du tout. C'est un graveur, c'est un ouvrier, donc qui travaille dans l'atelier de son père, qui est un graveur tout à fait remarquable. C'est un graveur sur bois, donc c'est un graveur qui travaille sur du bois qu'on appelle du bois debout, donc, qui est du bois très serré, et sur lequel on peut arriver à une finesse de trait vraiment remarquable. Et il maîtrise parfaitement, bien que âgé de 24 ans, là, il maîtrise parfaitement son art. Et donc, ces Scrambles in Alps, que le récit de ses aventures, sont illustrés de gravures de sa main. Et si vous avez l'occasion de voir l'édition illustrée, c'est vraiment très remarquable. Donc ça, c'est déjà important de savoir. Donc il vient passer 3 semaines par an dans les Alpes, et donc il n'a pas le temps de musarder, il faut remplir au maximum son programme, quoi. D'autant qu'à l'époque, les moyens de transport ne permettent pas de garer la voiture au prix de Madame Carl ou de passer par des cols routiers. Donc il fait beaucoup de déplacements à pied, parce que c'est plus rapide que de descendre dans le fond de vallée pour remonter dans un autre fond de vallée. Et ils font il n'est pas le seul d'ailleurs, mais tous les touristes anglais de l'époque font des distances considérables. Ils peuvent faire 40 km par jour en franchissant des cols d'altitude avec un bagage de 25 ou 30 kg sur le dos, quoi. Donc ils n'ont pas des porteurs, des flopées de porteurs et tout. Ils logent dans des auberges assez pauvres. D'ailleurs, il s'en plaint fréquemment des petites bêtes qui viennent animer la nuit dans les auberges du Dauphiné.
Et il fait des remarques, pas toujours très amicales d'ailleurs, sur les autochtones, mais souvent aussi avec on sent qu'il s'intéresse aux gens. C'est pas, on est très très loin du portrait de l'explorateur plein de morgue et de dédain pour les populations croisées. Et alors cette expédition Whymper aux écrins, elle est composée de 6 personnes, telle que vous l'avez découvert. Oui. L'histoire officielle n'en a retenu que 5, mais pour des raisons que vous comprendrez aisément en lisant le livre, quoi. Donc en fait, Whymper avait le projet de faire les écrins avec Michel Cros. Oui, je crois. Non, enfin je sais plus. Bref, enfin il retrouve 2 autres Anglais qui avaient le même projet, donc ils décident de s'associer. Et il y a donc Cros et puis le guide suisse dont le nom m'échappe, mais qui est cité également. Walker, Cros et... Walker et Moore. Alors Walker et Moore sont les deux Anglais. Et un des deux, je crois que c'est Moore, était membre d'un cabinet, en fait, d'une sorte de police secrète, donc ce qui renforce le côté intrigant et rivalité diplomatique. Donc Moore et Walker et Whymper sont les trois Français. Walker et Moore s'illustreront après dans le massif du Mont Blanc. Hein. Ce sont des alpinistes qui sont au moins de la même puissance que Whymper. Et puis les 2 guides, notamment Cros, sont des guides tout à fait chevronnés. Et ensemble, ils forment une véritable équipe très soudée. Et puis il y a ce jeune homme là, donc, qui s'est glissé dans l'aventure parce qu'il s'entend bien avec l'oncle Edward et c'est Sherlock. Ouais. Le jeune Sherlock Holmes. Le jeune Sherlock Holmes. Et pour récapituler les forces en présence, comme on pourrait dire, on a donc une cordée britannique avec des guides franco-suisses de 6 personnes. Et en face, donc, on a eu la scène tout à l'heure entre Dupin et le fameux monsieur Claude, Ouais, donc... une cordée française qui a pour mission d'arriver au sommet avant les Anglais. C'est ça l'histoire. Voilà, oui. Donc, en fait, Dupin ne connaît rien à la montagne, ne connaît rien à l'alpinisme. Mais souvent, il a une mission à remplir. Il est âgé, là. Il est âgé, il a des pertes de mémoire. Et donc, il va se fier à un jeune homme qu'il va rencontrer à l'hôtel Juge à la Grave, qui va lui dire « je peux recruter pour vous des gens très fiables » et tout. Donc, et c'est le hasard, il voulait rejoindre la Bérarde parce qu'il savait que Whymper allait partir de la Bérarde, mais il rate un peu la jonction avant la montée de la rampe des Commères sur la nationale. Et il s'est endormi en fait. Et donc il se réveille à la Grave, et là on lui explique que ça sera plus court finalement peut-être de passer par le prix de Madame Carl. Donc on va avoir deux équipes concurrentes, l'une qui va partir par le glacier blanc, et l'autre, tel que Whymper l'a raconté, par le glacier de Bonne-Pierre et le col des Écrans. Puis comme c'est un roman policier, il y a des cadavres au début. Et il se passe des choses bizarres. Et puis là, il y a la rencontre avec la bête. Il y a des rencontres bizarres. Il y a une bête aussi. Une bête. Non, mais il s'en est passé des choses dans l'histoire. Après, c'est pas la question. Monsieur Pic, dis-je avec force, je crois que vous avez fait hier une rencontre qui vous a terrifié et vous a empêché de rejoindre votre destination. Vous êtes parti de la Grave avant le lever du jour, accompagné, je pense, de votre chien, Jeune. Vous avez suivi la route qui passe par cette affreuse entaille que l'on nomme, je crois, la rampe des Commères, jusqu'à la bifurcation qui mène d'un côté au Bourdoisan, de l'autre à Saint-Christophe, au lieu dit le Clapier. Là, tandis que vous vous apprêtiez à remonter à pied la petite route de Vénéon, vous fûtes pris à bord d'une charrette transportant du foin qui vous laissa au village des Étages, où vous vous êtes arrêté à l'auberge pour vous désaltérer, peut-être plus longtemps que vous ne le vouliez. Bref, il faisait nuit quand vous êtes reparti, votre chien toujours à vos côtés, mais vous n'êtes jamais parvenu ici, malgré la faible distance qui sépare les Étages de la Bérarde. Ce qui vous a empêché de nous rejoindre vous a causé une telle frayeur que vous vous êtes évanoui sur le bas-côté de la route. Au sortir de votre évanouissement, trop terrifié pour poursuivre, vous vous êtes réfugié sous un rocher pour y passer le reste de la nuit. Votre chien qui avait disparu, vous l'avez retrouvé au petit jour, égorgé. Quant aux provisions enfouies, vous en avez constaté l'absence en reconstituant votre bagage qui avait été éparpillé sur le chemin.
La stupéfaction qui s'afficha sur le trait de Pic me procura, je dois le dire, un sentiment assez proche du contentement. Il y avait aussi une sorte de peur et de respect dans le regard que le pauvre homme m'adressa. « Monsieur serait-il devin ? Il paraît que chez vous autres des îles, il y a encore des druides et ce genre de personnes. » Je ris à cette déclaration, ce qui parut soulager grandement mon vis-à-vis. « Non, mon bon Pic, je ne suis pas devin, seulement observateur. Du moins j'essaie à partir d'indices, parfois minimes et qui échappent généralement au commun, de reconstituer les péripéties vécues par une personne dans un passé récent. C'est un jeu que nous prisons fort, mon frère Mycroft et moi-même, et sans vouloir me flatter, j'avoue m'y défendre un peu mieux que lui. » Cette mise au point sembla tout à fait rassurer l'honnête Pic. « Alors, comment avez-vous su pour moi ? Car à quelques détails près, votre description est si exacte que j'ai cru un instant que vous m'aviez suivi tout le long du chemin. » Je me rengorgeais. Rien de plus simple, mon ami. Le moment du départ, je l'estimais autant nécessaire pour quelqu'un de lourdement chargé de parcourir une distance tout de même assez considérable sur des chemins si peu aisés. La jeunesse de votre chien, je l'ai déduite des nombreux poils qui, remontant assez haut sur le devant de vos vêtements, m'ont incité à penser que c'était un animal joueur, donc jeune. Le pauvre émit un soupir à fendre l'âme. Une dame anglaise l'avait abandonné chez mon cousin juge qui tient une auberge à la Grave, et nous sommes pareils d'affection l'un pour l'autre. Quant à l'itinéraire, repris-je, je n'ai fait que suivre la description de mon backbaker qui ne quitte jamais ma poche. Je lui montrai le précieux guide du voyage. J'ai émis l'hypothèse d'une charrette de foin au bord de laquelle vous auriez pu cheminer en observant les brins d'herbe sèche qui ornent votre chevelure, le col de votre veste et que l'on retrouve coincé dans les ferrures de nos bagages. Pour le lieu où vous vous fûtes déposé, j'incline que ce village des étages, dont le brave Rodier disait hier que les habitants étaient en pleine fenaison, comme en France, il y a au moins un débit de boisson par unité d'habitation. Il ne me fut pas difficile de raisonner que, comme vous étiez en avance sur votre programme, vous vous êtes arrêté à l'auberge pour vous désaltérer, la journée d'hier ayant été particulièrement chaude. Le brave Pic eut un geste assez cocasse pouvant vouloir dire « je ne bois guère », comme il faisait effectivement très chaud. Vous avez sans doute éprouvé ensuite un besoin de sieste, dont vous vous êtes éveillé à la nuit tombée. Sans cela, vous nous eussiez rejoint sans difficulté dès hier en fin d'après-midi. Quant à la rencontre désagréable que vous avez faite, je la déduis du désordre de vos vêtements, de celui de nos bagages hâtivement reconstruits et de cet air de terreur que vous avez tenté de masquer par une jovialité d'apparence qui a suffi à berner mes compagnons, mais certainement pas un observateur de mon espèce. Et comme j'ai eu affaire un peu plus tard à la créature qui vous a attaqué, j'en ai facilement déduit d'où provenaient les poils de chien englués de sang accrochés à vos guêtres. Quant à votre refuge sous un rocher, je l'ai conjecturé au gain de mica que vous essayez d'extraire avec cette brosse de vos ongles sous lesquels ils sont incrustés. Le vol de nos provisions semble avoir été le motif de l'agression dont vous fûtes l'objet. Le chien est mort en tentant de vous défendre, n'est-ce pas ? Pic ne put que pousser un nouveau soupir à fendre l'âme. « Voici ce que j'aimerais savoir, lui dis-je, après lui avoir laissé un peu de temps pour son deuil. Quelle est cette créature assez puissante pour terrifier un gaillard comme vous et mettre en bouillie votre chien ?» Ce sera l'interrogation qui va suivre en tout le livre. Alors, l'histoire du porteur Pic est racontée par Whymper. Il dit que, comme eux sont passés par la brèche de la Mèche, entre la Grave et la Garde, ils avaient confié leur bagage à un porteur et qui n'était pas là au rendez-vous. Donc le porteur est arrivé le lendemain en fanfaronnant et Whymper a remarqué qu'il manquait pas mal de choses dans le bagage, et notamment des cigares sur lesquels il comptait pour se donner un peu de courage pendant l'ascension. Donc voilà, alors l'hypothèse d'une rencontre avec une créature mystérieuse explique tout ça. Et on nous offre une belle déduction du jeune Sherlock Holmes, qui montre déjà des talents très précoces de déduction à partir d'indices extrêmement infimes. Il y en a d'autres dans le livre. Il découvre comment Walker grimpait avec sa sœur, ce genre de choses. C'est sympa. Parce qu'à un moment donné, ils sont arrêtés et il dit à Walker, il lui raconte toute l'histoire de sa famille et de ses ascensions.
Oui, mais comment vous savez ça? Ben, voilà, ça fait 2 jours que je suis les semelles de vos chaussures et elles m'ont raconté tout ça, quoi. Et puis il s'est fait mal, et je vois le mica incrusté dans la semelle et puis pas qu'il fait une déduction. C'est bon, ça. Alors on repart sur un... C'est le fameux... Là, on s'approche du sommet, et parce qu'il y a quand même un moment donné où ces 2 cordées qui partent de 2 versants de la montagne se rejoignent et la rivalité tout à coup Mais oui, là, ça s'exprime comme des coureurs de fond. Là. Donc, C'est une bagarre. c'est une bagarre Une guerre. une guerre. Qui va arriver vraiment au sommet. Donc, et là, ils viennent de se rencontrer. 25 juin 1864, à 6h25. J'écris à la volée avant de repartir car le temps presse. Les Anglais sont là. Nous avons fait halte pour casser la croûte un peu au-dessus du col des Écrins. Nous avions quitté notre abri dès le lever du soleil. Le froid était glacial. Anselme dit qu'il ne faut pas s'attarder à cause des séracs. Mais nous avons quand même sorti le jambon et la gourde de vin blanc pour prendre des forces avant l'assaut. Il semble que l'on peut progresser sur le glacier par la gauche et faire une boucle qui ramènera vers une brèche entre la pointe des Écrins et un dôme neigeux, par des pentes qui paraissent moins raides et devraient permettre de contourner par le haut une accumulation d'énormes séracs. Les Anglais ont fait irruption au col. 5 alpinistes et un très jeune homme drôlement habillé avec une casquette incroyable aux couleurs criardes. Anselme a reconnu un des guides nommé Croze. Il est allé parler avec lui pour leur proposer de partager un peu de nos victuailles. Ils se sont serrés la main pendant que celui qui paraît être le chef de la bande nous crie dessus en nous traitant de voleurs et d'escrocs. Et d'un autre mot que je n'ai pas compris, sûrement de l'anglais. Plagiaire. Le curieux jeune homme à la tête coiffée de la casquette invraisemblable s'est approché de nous. Shaw, qui aime de temps à autre jouer au crétin, s'est précipité sur lui en brandissant le jambon comme une arme et en baragouinant de l'anglais. Le jeune homme a reculé effrayé et a rejoint précipitamment son groupe. Shaw est revenu vers nous, hilar. Les Anglais sont partis vers le sommet en trace directe. « C'est la lutte finale !» a dit Shaw. Nous nous encordons et partons de notre côté en traitant les Anglais de roast beef. Shaw ajoute « fuck you » et « suck my dick ». Je me demande ce que ça veut dire et où il a appris ça. Il a juste eu le temps de me donner de l'orthographe. Il ajoute que les Anglais nous traitent de grenouilles. Je n'ai jamais rien entendu de tel et je ne vois pas où est le problème. Anselme a recueilli des confidences en parlant avec Rowe, qui est passé par là, en nous projetant d'aller il y a 2 ans avec d'autres Anglais. Il est monté à la brèche que nous voyons entre le sommet de la pointe des Écrins et le dôme de neige par la boucle moins raide que nous avons pressentie. Puis jusqu'au ressaut rocheux qui gouverne le sommet. Il a renoncé parce que la neige était sans consistance et s'effondrait sous la glace. Il assure que les conditions sont bien meilleures aujourd'hui et que nous devons passer par là, à condition de franchir la Bergschrund. Nous sollicitons Shaw qui nous dit que ça veut dire rimer. L'anglais est une langue étrange. Anselme me crie dessus qu'il faut partir, mais je lui répète que j'ai promis au chevalier Dupin de tout consigner. Et à partir de là, Ben, ça y est, c'est la lutte finale, comme dit le Shaw, qui est un ouvrier révolté qui a travaillé dans un tunnel en Suisse et qui a rencontré Proudhon, donc qui est devenu anarchiste, d'où ces altercations assez hautes en couleur. et la suite, vous la découvrirez en lisant le livre, notamment. Ce qui se passe une fois au sommet, c'est étonnant. Mais ce qui est assez génial dans ce texte, c'est qu'il y a plein de petits détails. Vous parlez de la casquette colorée, c'est par exemple un détail qu'on retrouve tout le long du livre et qui a son importance. Qui est fondamental. C'est la clé de toute l'énigme. Bon, si vous avez, alors, on va en rester là pour le livre, parce que sinon on va tout dévoiler. Mais vous avez eu quand même une bonne idée là, des extraits des différents carnets, un peu de l'ambiance qui règne, du style à la fois très littéraire, en même temps très enlevé, très drôle. Donc si vous avez des questions pour Pierre, vous pourrez les poser, mais juste avant, Pierre va nous lire un extrait du prochain livre qu'il est en train d'écrire et qui remet en scène Monsieur Holmes. C'est qu'en fait, vous verrez, il y a ce qu'on appelle dans le cinéma hollywoodien des implants, qui sont des balises qui servent de rebond pour la suite.
où il y a des balises qui sont dénouées dans le roman lui-même, et puis il y a le fameux mystère des origines de Sherlock, et il est amené à partir de Grenoble où il est revenu après cette aventure, donc il fait un arrêt à Grenoble, à l'hôtel de Grenoble, et là, un message de M. Chabran, qui est son maître d'escrime originaire de Bologne, lui enjoint de venir au plus vite à Barcelonnette, où il a des révélations à lui faire. Donc il prend une diligence pour Gap, et puis après une autre pour Barcelonnette. Dans la diligence, il rencontre une famille anglaise avec une très jeune fille avec laquelle il va avoir des sympathies tout à fait... Je sais, peut-être que ça va être la première aussi aventure de Sherlock Holmes dans ce domaine. Et puis arrivé à Barcelonnette, l'hôtelier à qui il demande où est-ce qu'il peut rencontrer M. Chabran veut rien dire et lui enjoint d'aller à la gendarmerie. Le planton de service à qui je m'adressais courtoisement eut un sursaut quand je mentionnai le nom de Chabran. Il me fit asseoir dans l'entrée et disparut par une porte capitonnée. Je patientai une bonne heure avant qu'on me fît pénétrer dans une pièce où un capitaine, enfin j'ignorais alors quel était son grade précis, mais j'ai supposé à son assurance et aux belles moustaches cirées qui s'étiraient sous son nez qu'il devait être le plus haut gradé de la petite troupe. Donc, le capitaine me désigna d'un geste du menton une chaise de l'autre côté de son bureau. « Ainsi, mon jeune ami, vous désirez voir M. Chabran ?» À mon grand soulagement, le capitaine s'exprimait dans un anglais presque convenable, ce qui m'évitait de parler dans sa langue avec des approximations toujours préjudiciables. Je lui montrai le courrier reçu à Grenoble. Le gendarme le lut en frisant un coin de sa moustache, visiblement perplexe. « Mais qui êtes-vous donc » murmura le capitaine. Je répondis sur un ton de courtoisie affable. « Je m'appelle Sherlock Holmes, fils de Mrs. et Mr. Holmes de Londres. J'ai un frère Mycroft, plus âgé que moi. L'on dit que j'ai 10 ans, mais M. Chabran penche plutôt pour 13 ou 14. Il m'a plus ou moins confié qu'il comptait faire des recherches sur mes origines lorsqu'il reviendrait dans son pays natal. Je me demande bien quel lien il peut y avoir entre Barcelonnette et ma famille. Je vous sens inquiet, sur vos gardes. Est-ce parce que votre épouse est absente depuis plus d'une semaine et que vous n'en avez pas de nouvelles ?» Le capitaine sursautait et se raidit. Il se pencha vers moi, vaguement menaçant. « Qui vous a parlé de mon épouse ?» Et je fis un geste d'apaisement. « Personne, cher monsieur. Il se trouve que je possède quelques dons déductifs que j'exerce pour le seul profit du divertissement, en m'appuyant sur des observations objectives. Par exemple, le col de votre chemise dépasse légèrement de celui de votre uniforme. Votre femme n'a donc pas fait la revue de votre tenue avant votre départ du domicile. Autre indice, votre présence au travail à une heure où vous devriez être à table. Enfin, votre bureau, dont la poussière n'a pas été faite depuis plusieurs jours, porte des traces de passage vers ce joli petit cadre ovale posé dans un coin, un portrait de votre épouse, j'imagine. » Le visage de l'officier s'éclaira. Stupéfiant, mais comment avez-vous deviné que je n'avais pas de nouvelles de Solange ? Je pris un air modeste, conjecture un peu hasardeuse, je dois l'avouer. Comme vous avez fréquemment tendu la main vers le portrait ovale, j'en ai déduit une passion française, ardente et exclusive pour votre épouse. Si cette passion est réciproque, ce que j'imagine volontiers, votre épouse aurait donné de ses nouvelles rapidement. Vous auriez eu une ou plusieurs lettres sur votre bureau à côté du portrait. Le capitaine se rembrunit. Voilà une disposition singulière chez un aussi jeune garçon. Mais vous avez vu juste, ma femme s'est rendue à Lyon pour y veiller sa mère subitement malade. Elle devait m'écrire dès son arrivée. Le courrier ne met que 2 jours à nous parvenir de Lyon. J'aurais donc dû recevoir sa lettre avant-hier. Donc encore un exemple des capacités déductives du jeu de Sherlock. Et là, ce qui est sympa, c'est que tu te fonds vraiment dans le style de Conan Doyle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire... C'est Sherlock qui parle. Hein. C'est le vrai, donc c'est plus facile. C'est plus facile. Bon, avant d'aller partager un petit verre de l'amitié, si vous avez des questions pour Pierre à propos des écrins de Sherlock Holmes, de Dupin et de tous les autres, de Whymper, allez-y. J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais elle déflore un petit peu la fin. Donc, est-ce que je suis autorisé?
pas, Je suis- ou plus tard. Posez-la, je répondrai en fonction des nécessités. Alors, en préambule, on prend un vrai plaisir à la lecture croisée de ces deux carnets de Dupin et de Sherlock Holmes jusqu'au sommet. On se plaît vraiment à y croire à cette histoire. En revanche, l'apparition de la créature, je ne nommerai pas, me laisse un peu plus circonspect. Et donc, j'aurais aimé savoir pourquoi vous l'avez introduit. Est-ce que, justement, c'est peut-être pour rappeler que c'est, ma foi, une belle fable? Ou est-ce que c'est pour éviter de choquer ou de se froisser définitivement avec nos amis britanniques en laissant une autre porte de sortie pour la fin? Voilà, effectivement, cette créature, vous savez, les Alpes sont parcourus par des créatures plus ou moins mythiques. Bon, il y a le célèbre Dahu, peut-être que d'ailleurs cette créature en est un. Et il y a d'un autre type de créature qui a hanté le légendaire européen pendant de nombreuses années. On a des témoignages qui datent des Romains jusqu'au XVIIIe siècle, dont certains tout à fait autorisés par notamment Linné. Et cette créature, c'est ce qu'un biologiste belge, Bernard Revelmans, appelle les Néandertaliens reliques. Donc on a retrouvé des traces dans les récits, on n'a jamais retrouvé de traces physiques, d'ailleurs soit des os, soit même de ces Néandertaliens reliques vivants. Mais leur présence en Europe est attestée par des récits qui sont tous convergents. C'est ça qui est troublant. Il y a des époques complètement différentes, en des lieux où il n'a pas pu y avoir de contact de récitant en récitant. Et on a donc des descriptions de créatures qui varient très très peu et qui semblent correspondre donc à ce fameux néandertalien relique. Et peut-être que cette créature est imprégnée de ces récits légendaires. Juste une parenthèse autour des Néandertaliens reliques. Il y a une étude assez sérieuse qui a été menée dans le nord du Pakistan ces dernières années par un Espagnol qui malheureusement a été assassiné au début des années 2000, qui s'appelait Jordi Mangraner, et avec également auprès de paysans pakistanais. Lui avait fait vraiment une étude sérieuse, c'est-à-dire que c'était un scientifique, donc il avait montré un certain nombre de dessins, et notamment des Néandertaliens reliques, et tous avaient reconnu le même type de créatures, je ne sais pas comment les appeler, voilà, de bestioles. Et au moment où il était en train d'avancer de plus en plus concrètement dans ses recherches, malheureusement, il est assassiné. Et personne n'a repris ses études depuis. Donc, c'est sûr de Néandertalien relique, c'est... Si, il y a eu une étude l'année dernière par un généticien américain qui a examiné à peu près 3000 éléments provenant d'une possibilité de ce type de créature. Il a éliminé celles qui étaient de l'ordre, par exemple, des fibres synthétiques, des éléments de tissage, etc. Et il lui restait 60 échantillons probables. Donc il a fait une analyse, un séquençage ADN de ces échantillons. Et il n'a pas trouvé de néandertalien relique dans ces échantillons, mais à sa grande stupeur, il a trouvé des éléments qui proviennent de l'Ursus maritimus, qui est un cousin lointain de l'ours blanc polaire d'aujourd'hui, mais qui vivait en Asie et dont on pense qu'il a disparu il y a 50 000 ans. Et or, ces échantillons étaient récents, c'est des échantillons qui dataient de moins d'un siècle. Donc, ce qui veut dire qu'on a la preuve, par cette analyse, qu'il y a des reliques d'Ursus maritimus quelque part en Asie centrale, Tibet, Népal, je ne me souviens plus du premier des échantillons. Mais donc il n'est pas du tout impossible, tant qu'on n'a pas fait la preuve que le néandertalien relique n'est pas présent dans ces régions-là, il n'est pas du tout impossible qu'il y en ait. En tout cas, sa présence dans les Alpes en 1864 est peut-être une hypothèse sérieuse. Mais ça peut être un Dahu, donc rien. Ce qui peut expliquer aussi le système pileux étonnamment développé de certains habitants des écrins, surtout de la partie sud. Et sans tirer de conclusion hâtive. Surtout pas. Ce que je peux dire aussi, c'est comment est né ce récit. Il se trouve que donc, cet ami historien Olivier organise à Valouise des lectures soupe au potiron à la Toussaint. C'est très très sympa. Et donc à la lecture il y a 2 ans,
dans la discussion, il dit, mais vous savez, l'année prochaine, on va fêter les 150 ans de la première ascension des écrins, et hop, immédiatement, il y a quelque chose qui s'est mis en place, là. Bon, en plus, on a retrouvé après des documents qui facilitaient grandement notre travail, et je ne saurais même pas dire aujourd'hui ce qui a été l'élément déclencheur du livre dans la discussion qu'on a eue à trois, quoi. Mais ce qui est apparu évident, c'est qu'on allait l'écrire au moins à deux à la suite de ça, quoi. Alors, écrire à deux, c'est un exercice à la fois très périlleux, surtout que quand on n'a pas un mode d'écriture très nécessairement très proche, ni une inspiration trop semblable. Et en même temps, c'est très stimulant parce que on se lance pas des pots de banane, mais on relance l'aventure. On est assez facilement intervenu dans le texte de l'un de l'autre. Vous avez compris, donc, l'un de nous s'est emparé du carnet des trois Français, et l'autre du carnet de Sherlock Holmes. Et un ami commun qui nous connaît bien l'un et l'autre a pensé que moi je m'étais occupé des Français et Jean-Louis Lejon de Sherlock Holmes. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Et Jean-Louis Lejon est en train d'écrire pour les éditions Guérin une biographie de Dr Paccard, qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Voilà, ça dévoile nos secrets. Parce que, outre le fait que c'est un alpiniste, un écrivain, c'est aussi un médecin, professeur de médecine. Et donc, je crois que ce qui vous intéressait, c'est d'avoir le regard du médecin sur ce médecin de la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'était qu'un médecin de campagne à la fin du XVIIIe siècle? Effectivement, il a trouvé là, des réponses très très intéressantes. Mais il a retrouvé sa thèse. Il a retrouvé sa thèse. Oui. Donc, c'est particulièrement intéressant, une thèse de médecine de la fin du XVIIIe siècle. Et puis en parallèle, parce qu'il a quand même qui continue à collaborer à cette aventure holmésienne, donc on est en train donc de fabriquer, de redécouvrir la suite de cette première aventure. Donc il y aura la deuxième aventure peut-être. Quand il était avec Mallory sur l'Everest. Ça c'est la troisième. Bon, d'autres questions?